Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Merci de votre fidélité renouvelée au programme de Walfadjri. Bienvenue dans votre nouveau numéro de votre émission, l'invité de la mi-journée. Nous remercions également l'équipe technique qui nous accompagne pour la réalisation de cette émission, Modou Fall, Pape Samba à la caméra. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur João Bernardo Vieira. Il est ancien député de la Guinée-Bissau, ancien ministre également de ce pays. Monsieur Vieira, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour monsieur. Et bienvenue au Sénégal aussi. Merci beaucoup. Vous êtes notre invité, vous êtes ancien parlementaire de la Guinée-Bissau, mais aussi ancien député. Aujourd'hui, comment vous appréciez l'état de la démocratie en Guinée-Bissau, dans votre pays, mais aussi la situation actuelle de votre pays? Bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que la Guinée-Bissau, ce joyau de l'Afrique de l'Ouest, traverse une période complexe. Il y a eu des avancées, mais aussi des tensions. Je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est d'apaiser le climat politique, c'est de redresser, remettre, disons, la population au centre des préoccupations et aussi de reconstruire la confiance entre les institutions et la population. Vous savez, la confiance se gagne par des actes, pas par des paroles, par des discours. On voit aussi, disons, une jeunesse qui refuse l'héritage de la division. La jeunesse veut la construction, la réconciliation nationale. Voilà pourquoi je conduis le programme de réconciliation nationale. Je pense qu'en gros, je dirais qu'il y a, disons, une conscience collective, une prise de conscience sur la nécessité d'aller de l'avant. D'accord. Maintenant, sur la démocratie proprement dite, comment vous l'appréciez, la démocratie aujourd'hui en Guinée-Bissau? Bon, comme je vous ai dit, il y a eu des avancées, mais aussi des reculs. On a eu des... Mais globalement, le bilan, c'est quoi sur le plan démocratique, selon vous? Sur le plan démocratique, c'est mitigé. C'est vrai que nous organisons les élections, mais le problème, c'est parfois le respect de la Constitution. Donc, disons qu'une démocratie, ce n'est pas seulement la réalisation, l'organisation des élections, mais c'est aussi prendre conscience des valeurs de la démocratie et respecter les institutions démocratiques. Pour beaucoup d'observateurs, il y a eu un recul institutionnel. Pensez-vous que le président Umaro Sissoco Embalo a violé la loi en reportant l'élection présidentielle sans pour autant consulter le Conseil constitutionnel? Bon, je pense que ça appartient au peuple bissau-guinéen et aux institutions compétentes d'apprécier cela en toute sérénité. Pour ma part, je suis attaché aux principes et aux valeurs démocratiques. Donc je pense que nous devons encourager un dialogue inclusif, un dialogue sincère, responsable en Guinée-Bissau pour qu'on puisse aller de l'avant. Pour vous, il n'y a pas eu de violation alors? Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de violation. Qu'en est-il réellement? Moi, ce que je dis, que ça appartient à la Cour suprême de nous montrer cela. Ce n'est pas à moi de le dire. Ouais. J'ai mon vous avez vos constats à faire, vous avez vos appréciations par rapport à des faits qui se déroulent dans votre pays. Tout à fait, bien sûr que c'est clair. J'ai été clair à Bissau à un moment donné, je le dis carrément, que le président de la République, son mandat a terminé. Je n'ai pas caché ça. Oui. Donc c'est clair. Mais je dois vous dire que, je dois avouer que personne aussi n'a saisi la Cour suprême. Il fallait saisir la Cour suprême pour renforcer cette idée que le mandat du président peut être terminé. Pour vous, pourquoi cela n'a pas été fait, fait de saisir les juridictions? Ça dépend des partis politiques, ça dépend des leaders, ça dépend de ceux que sont les responsables des leaders politiques et des citoyens de le faire. Alors maintenant, aujourd'hui,
on parle de réformes. Vous, en tant qu'homme politique bissau-guinéen, quelles sont les réformes que vous préconisez pour justement renforcer l'état de droit dans votre pays? Bon, écoutez, il y a des réformes constitutionnelles. En fait, il y a des zones grises dans la Constitution. Il faut vraiment éclaircir quelques articles, quelques dispositions de la loi. Je crois qu'il y a aussi la réforme de l'administration publique. Il y a la réforme fondamentale, la réforme sécuritaire au niveau de la sécurité nationale. C'est fondamental que ces trois réformes soient faites pour qu'on puisse avancer au niveau de la démocratie et que le pays puisse aller de l'avant. Alors, globalement, quel bilan vous tirez de l'action de Umaru Sissoco Embalo à la tête de ce pays? Bon, comme je vous ai dit, je ne suis pas venu pour juger les actions individuelles. Mais vous êtes homme politique, non? En tant qu'homme politique, je vous ai dit que il y a eu en fait des avancées, mais des reculs aussi, des tensions pendant son mandat. Ça, c'est sûr. Alors, j'étais clair quand j'ai dit avant le mois de février que son mandat est terminé. Mais la Cour suprême, comme je vous ai dit, la Cour suprême a une autre interprétation par rapport à cela. Maintenant, sur le plan social, il y a eu quand même quelques difficultés. Aujourd'hui, vous portez en bandoulière un plan de réconciliation nationale. C'est quoi le contenu réellement? Bon, je pense que la réconciliation nationale en Guinée-Bissau, c'est une priorité absolue. Vous savez, depuis 1973, quand on a eu l'indépendance, on a eu l'indépendance parce qu'on avait des grands leaders comme Amilcar Cabral, Nino Vieira, Oswaldo Vieira, Umaru Diallo et beaucoup d'autres. Ouais. Il y avait l'unité nationale. C'est la question clé, l'unité nationale. Donc, je pense qu'on ne peut pas développer un pays sans qu'il y ait la paix et la stabilité. Oui. Donc la réconciliation nationale, c'est fondamental. C'est fondamental pour que nous puissions tourner la page des rancunes. Il faut guérir les blessures du passé. Il faut qu'on s'assoie autour d'une table pour discuter les questions, les problèmes du pays. Justement, sur le plan social également, qu'est-ce que vous comptez faire pour justement recoller les morceaux, faire de sorte que la Guinée soit unifiée, comme vous le dites? Bon, moi, je ne suis pas un décideur. Concrètement? Je ne suis pas un décideur politique, mais en tant qu'homme politique, j'ai mon avis à donner là où les gens ont besoin de ça. Ouais. Je pense qu'on a surtout un défi économique énorme. Pour résoudre les problèmes sociaux. Donc, il faut résoudre d'abord les problèmes économiques, parce que c'est l'économie qui va financer l'éducation, la santé. Je pense qu'on a tellement de ressources naturelles, il faut mettre tout ça en valeur. Monsieur Vieira, êtes-vous candidat à la prochaine présidentielle? Si oui, quel est le projet rassembleur que vous portez? Écoutez, que vous voulez présenter si je suis candidat ou pas, je dois vous dire que moi, je suis toujours disponible pour servir la Guinée-Bissau sous la forme la plus utile possible. Je pense que la Guinée-Bissau a besoin de tous ses fils. Et moi, comme je vous ai dit, je suis disponible pour en fait servir mon pays. Je suis bissau-guinéen et ça dépendra, les bissau-guinéens en décideront. Aujourd'hui, pouvez-vous dire aux Guinéens qui vous suivent aujourd'hui que justement ils peuvent compter sur votre candidature pour changer les choses en Guinée? Là, je ne peux pas vous dire. Comme je vous ai dit, ici, ce n'est pas le moment au Sénégal de vous dire si je suis candidat ou pas. De déclarer votre candidature. Ça appartient aux Bissau-Guinéens de décider. C'est ça que je peux vous dire. Vous aspirez quand même à diriger ce pays? Je suis un homme politique. J'ai des ambitions. C'est normal d'avoir des ambitions politiques. En tant qu'un homme politique,
Je ne connais aucun politicien qui ne veut pas aller de l'avant. Oui. Vous êtes quand même ancien ministre. Vous avez une certaine expérience de l'État. Vous avez été ministre tout jeune, si je ne me trompe, à 37 ans. Responsable du gouvernement pour les transports et communications. J'étais parlementaire. J'ai plus de 25 ans d'expérience au niveau politique. Oui. J'ai côtoyé tous les grands politiciens de la Guinée-Bissau. Donc, je pense que je ne vois pas pourquoi un jour je ne pourrais pas penser aller de l'avant. Oui, justement, aujourd'hui, il y a un vent qui souffle en Afrique avec l'arrivée des jeunes au pouvoir. C'est un constat qui, aujourd'hui, on a vu l'exemple du Sénégal avec le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Avec le président 44 ans au pouvoir, je pense vous aurez 48 ans. Tout à fait, tout à fait. Le Sénégal a été toujours un bon exemple. Pour l'Afrique au niveau de la démocratie. Et le fait qu'un président jeune comme le président Bassirou Diomaye Faye, accompagné par un premier ministre aussi jeune, ça donne beaucoup d'espoir à la jeunesse africaine. Et moi, bien sûr que je pense que ça a pu aussi arriver à Bissau. Ça vous inspire, l'exemple du président sénégalais? Bien sûr, ça nous inspire beaucoup, beaucoup même. Alors, parlons un peu de la CEDEAO. Il y a eu cet épisode entre Umaro Sissoko Embaló et la CEDEAO il y a quelques mois avec un groupe de personnalités qui étaient venus faire une mission en Guinée-Bissau. On connaît la suite, pas la peine d'y revenir. Comment vous avez apprécié cette séquence? Bon, je pense que la CEDEAO, c'est un patrimoine au niveau régional. Et on doit préserver la CEDEAO parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble au niveau sous-régional pour renforcer les institutions de la CEDEAO. Comme je vous ai dit, ce n'est pas à moi de parler des actions individuelles. Le président Embaló a eu ses raisons, c'est à lui de répondre. Mais moi, pour ma part, je pense qu'il faut renforcer les institutions. Pour rappel, il avait sommé la commission, cette Mani Minutari, de quitter la Guinée. Comment? Il avait donné ordre à cette c'est vrai. commission de quitter la Guinée. Ouais. Comment vous aviez apprécié cette décision à l'époque? Bon, en fait, pour vous dire la vérité, je pense que ce qui est important pour la Guinée-Bissau, c'est de renforcer la coopération. C'est un État souverain. Il faut respecter les règles, les lois de la Guinée-Bissau. Je ne maîtrise pas dans quelles conditions ils étaient invités à Bissau. Oui. On sait le résultat, mais on ne sait pas ce qui s'était passé pour qu'il y ait ces résultats-là. Oui. Donc, je dirais que nous devons continuer à travailler pour que la CEDEAO soit une réalité, soit renforcée au niveau sous-régional. Alors, Monsieur João Bernardo, comment vous appréciez les relations bilatérales entre le Sénégal et la Guinée-Bissau? Bon, c'est notre voisin immédiat. Bassirou Diomaye Faye, quand il a été élu, il a fait tout de suite le déplacement dans les pays environnants. Vous savez, ce qui renforce la diplomatie de voisinage. Tout à fait. Le Sénégal, c'est un pays frère de la Guinée-Bissau. Nous partageons la même culture, nous partageons aussi la même histoire. Man Samadom, fils à Judo, c'est mon premier fils. Ah oui? Wow. Donc, ton aîné est né au Sénégal. Dakar, c'est une maison pour nous. C'est la deuxième maison. Comme Casamance. Hein? On a beaucoup de Guinéens et Bissau-Guinéens en Casamance. Donc, je pense que nous devons renforcer les échanges économiques et travailler pour garantir la sécurité et la paix au niveau sous-régional. Parce que le Sénégal, c'est un partenaire important pour la Guinée-Bissau. Alors, justement, aujourd'hui, il y a eu cette diplomatie de bon voisinage entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Si vous aviez à faire une invite par rapport aux deux chefs d'État pour qu'ils renforcent cette coopération, quel serait ce message? Bon, je pense que nous avons une zone d'exploitation commune au niveau maritime. Il faut renforcer les échanges commerciaux entre nos deux pays, nos deux États.
La Guinée-Bissau a beaucoup de ressources naturelles, et le Sénégal aussi. Donc je pense qu'en renforçant, en améliorant la relation entre le Sénégal, économique entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, ça va donner un poids au niveau sous-régional. Alors, la Guinée-Bissau est souvent citée dans les rapports internationaux comme étant un point névralgique de la drogue. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez, quelles sont vos priorités par rapport à ce fléau, une fois élu au pouvoir, ou si vous étiez élu à la tête de ce pays? Écoutez, ce fléau, c'est pas seulement, c'est pas uniquement de la Guinée-Bissau. Oui. Même au Sénégal, ça arrive. Oui. Au Sénégal et dans tous les pays de la sous-région. C'est pas uniquement de la Guinée-Bissau. Oui. Donc, je pense qu'il faut, comme je vous ai dit, renforcer la coopération, renforcer les échanges d'informations au niveau sécuritaire pour qu'on puisse en fait combattre la criminalité organisée. Parce que ce sont des grands groupes latino-américains qui viennent en Afrique de l'Ouest. Donc il va falloir renforcer cette coopération-là avec le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Conakry et tous les pays de l'UEMOA et la CEDEAO aussi. Justement, il y a aussi cette question sécuritaire, notamment le djihadisme qui souvent mine également la sous-région. Quelle appréciation vous faites également de ce phénomène, de cette question sécuritaire? La situation sécuritaire au niveau de la CEDEAO est très grave. La même chose que je dis du Sénégal et de la Guinée-Bissau, je pense qu'on peut regarder ça au-delà de nos frontières. Il faut vraiment que tous les pays de la CEDEAO puissent travailler ensemble pour combattre ces fléaux. C'est pas facile, un pays seul, combattre le djihadisme. Et en ce qui concerne la Guinée, quel enseignement en tirez-vous de cette question spécifique de la question sécuritaire? Non, on a eu, disons, aussi au niveau de la région, la situation de Casamance, grâce à Dieu que c'est presque résolu, on est en train d'être résolu, mais il faut en tirer des leçons pour qu'on puisse en fait améliorer les informations entre les pays. Oui, on le sait, hein, entre la Guinée et le Sénégal, c'est des pays frontaliers. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de ces frontières-là pour justement renforcer la sécurité dans ces frontières? Non, écoutez, je pense que d'abord, il va falloir que ensemble, les deux gouvernements travaillent au niveau de renforcement des capacités de nos agents que protègent nos frontières. C'est fondamental de travailler dans la question de renforcement des capacités. Il faut mettre les ressources à disposition des hommes qui travaillent. Mettre les moyens. Les moyens. Ouais. Sans les moyens, on pourra combattre. On ne pourra pas combattre. La logistique qu'il faut pour la logistique qu'il faut, c'est fondamental pour qu'on puisse combattre tout cela. Sans ça, ce sera tellement difficile pour combattre ça. Oui. Et troisièmement, je pense qu'il faut qu'il y ait une volonté politique forte et des actions, pas des discours, des actions que nous amènent dans le sens de combattre ces fléaux. Donc il faut également la coopération au plan sécuritaire. La coopération au plan sécuritaire, c'est fondamental. Ouais, ouais. Alors maintenant, selon vous, quelle place doit occuper la Guinée, notamment la Guinée-Bissau, en ce qui concerne cette question sécuritaire au sein de la CEDEAO? Bon, écoutez, la Guinée-Bissau a quelques expériences que peut partager avec la CEDEAO, mais peut apprendre aussi avec la CEDEAO. Je pense que nous sommes dans une communauté où il faut échanger. Je mets l'accent sur l'échange des informations parce que la clé de la sécurité, c'est l'information. Si on ne maîtrise pas les informations, on ne pourra pas faire grand-chose. D'accord. Alors, vous êtes homme politique guinéen, vous avez été membre de l'opposition. Êtes-vous toujours de l'opposition ou bien... Oui, le PSGC est toujours à l'opposition. Et
on continue à travailler pour le peuple bissau-guinéen. Ouais. Maintenant, quel message vous lancez au peuple bissau-guinéen pour que justement leur faire part de votre volonté, de vos actions que vous comptez faire? Bon, c'est ça que j'ai toujours dit. Il faut travailler pour la réconciliation nationale. Il va falloir, le pays a besoin d'un nouveau souffle. Je pense qu'il est temps, comme je vous ai dit, de tourner la page des rancunes. Le pays ne peut pas se développer sans qu'il y ait la paix, la stabilité. Et là, il va falloir qu'on s'assoie tous autour du même table pour qu'on puisse surmonter les obstacles. Comme l'écrivain français Victor Hugo disait, rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Je pense que l'heure de sursaut a sonné. Il faut vraiment qu'on puisse tourner la page de la division et construire ou écrire un nouveau livre de la réconciliation nationale. Donc, je rappelle que vous êtes diplômé en droit au Portugal. Donc, vous avez aussi une maîtrise en développement international durable aux États-Unis. Donc, ce qui fait de vous une personnalité qui aujourd'hui peut aspirer à tenir les rênes de la Guinée-Bissau. C'est normal. Comme je vous ai dit, moi je suis disponible à servir la Guinée-Bissau sous la forme la plus utile possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter à votre biographie? Non, moi je pense qu'il faut renforcer l'idée que le Sénégal, la Guinée-Bissau a besoin du Sénégal. Ouais. Nous sommes des pays voisins, des pays frères. Il faut qu'on travaille ensemble, en étroite collaboration, pour surmonter les défis communs que nous avons. Je crois que le Sénégal a toutes les conditions, la Guinée-Bissau aussi. Donc il faut renforcer cette coopération-là entre nos deux pays. Merci beaucoup, João Bernardo Vieira, donc homme politique de la Guinée-Bissau, ancien député, ancien membre du gouvernement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs qui nous suivez sur Walf TV. Merci de votre fidélité renouvelée. Rendez-vous, Inch'Allah, lundi pour un autre numéro de votre plateau, l'invité de la mi-journée. Passez un excellent week-end en compagnie des programmes de Walf TV. Au revoir.